à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais il y a quelques jours fait une vidéo au sujet donc de la corruption européenne vis-à-vis de l'Ukraine, en ayant pour titrail en dessous « On nous prend pour des idiots ». J'ai voulu relancer cette thématique d'être pris pour des idiots avec un thème qui fait encore une fois l'actualité. J'ai nommé la canicule et tout ce qui entoure ce que l'on appelle l'escrologie. Alors oui, il fait chaud, très bien, personne ne le nie, hein, on s'en rend compte, il fait chaud. Il y a des étés plus lourds que d'autres, il y a des semaines où l'air est plus pénible, il y a des villes entièrement bétonisées par l'urbanisme d'État où évidemment ces villes retiennent la chaleur, où les nuits peuvent être mauvaises, les personnes âgées doivent être plus... j'aime pas le mot surveiller, mais j'imagine que dans ce mot surveiller, vous comprenez ce que je dis. Il faut évidemment boire davantage selon la morphologie de chacun. Dès qu'il fait chaud, c'est indéniable. Il faut éviter les efforts stupides. Hein, on l'a vu encore une fois dans l'actualité, pas mal de gens qui ont fait des crises cardiaques ou des insolations parce que les types couraient le 400 mètres en s'entraînant au stade municipal en athlétisme sous 40 degrés. Bref, tout le monde sait qu'il faut prendre soin des plus fragiles. Ça, c'est indéniable et même logique. On appelle ça la raison, tout simplement. Tout cela, finalement, révèle de ce que l'on peut appeler, au-delà de la raison et de la logique, du bon sens élémentaire. Voilà, si ce n'est le plus élémentaire des bons sens, d'ailleurs. Mais ce qui devrait rester du bon sens devient aujourd'hui une gigantesque cérémonie politique, mais aussi médiatique et administrative. Parce que dès qu'il fait chaud, on ne parle plus simplement de météo, de prudence ou même d'adaptation, ce qui est quelque part déjà trop. On entre dans ce que je peux appeler une forme de dramaturgie nationale à grande échelle. On a les chaînes d'information qui se mettent en alerte, les cartes météo qui deviennent rouges, violettes, parfois même apocalyptiques. Les responsables publics multiplient les messages complètement infantilisants les uns par rapport aux autres et finalement on a le sentiment que l'été lui-même est devenu une anomalie administrative. Et ce qui est frappant, évidemment, c'était pas forcément de dire aux gens de boire de l'eau quand il fait chaud. Ce qui est frappant, c'est qu'on leur parle comme à des enfants, comme à une population incapable de comprendre que lorsqu'il fait 35 degrés, il vaut mieux fermer les volets. Il vaut mieux éviter de courir en plein soleil. Qu'il est préférable tout de même de prendre des nouvelles de grand-mère. Et le plus inquiétant, c'est pas forcément la recommandation en elle-même. Le plus inquiétant, c'est le ton adapté avec la recommandation. C'est finalement cette façon permanente qu'a l'État de se placer au-dessus des individus, comme une sorte de tuteur universel qui est systématiquement et se sentant systématiquement obligé de charger et de prendre en charge les rappels aux adultes de tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne. C'est lassant. C'est lassant car on sait très bien que l'État ne sait plus tenir ses comptes, il ne sait pas garantir une justice normale, il ne sait pas empêcher l'effondrement de l'école, il ne sait pas gérer correctement les hôpitaux, il ne sait pas réduire la dette, il ne sait pas protéger la monnaie, mais il sait quand même vous expliquer qu'il faut boire de l'eau quand il fait chaud. Voilà, ça devient presque comique si c'était pas finalement aussi révélateur. Et derrière cette communication qui pourrait paraître comme ça apparemment anodine, se cache en réalité une logique beaucoup plus profonde. C'est la fabrication du citoyen enfant, du citoyen mineur. C'est-à-dire que le citoyen ne doit absolument plus être un adulte responsable. Il ne faut surtout pas qu'il soit capable d'observer la réalité. Il ne faut pas qu'il soit capable d'adapter son comportement, ni même de prendre ou du moins ses propres décisions. Il doit devenir absolument un sujet administratif, un serf
finalement, de l'État, un individu qui est guidé, encadré, corrigé, systématiquement rappelé à l'ordre, un enfant, quoi. Et la canicule, finalement, n'est qu'un épisode parmi tant d'autres de ce que j'appelle le grand processus d'infantilisation de masse. Hier, il fallait nous expliquer comment on met un masque, comment on se tient à distance les uns des autres. Nous avons vu évidemment tous ces petits ronds mis par terre dans les quais de RER, de métro, où on devait rester chacun dans son petit rond, comme en école primaire, hein, comme dans les jeux à la con, dessinés à la craie, voilà, chacun dans son petit rond, avec des fléchages également dans les métros, pour un sens pour l'aller, un sens pour le retour, un sens au niveau du quai pour rentrer, l'autre pour sortir, pour éviter de se croiser, les rappels évidemment dans les sanitaires, comment se laver les mains avec des petites images en 5 étapes pour bien se laver les mains, en mettant d'abord de l'eau, puis le savon, frotter les mains, etc. On a eu tous ces messages infantilisants qui existent encore un petit peu partout. On nous a également expliqué comment il fallait voir nos proches. On nous a même interdit de voir nos proches. On nous a même dit qu'il faille peut-être éviter de faire Noël avec papy et mamie, hein, et peut-être mettre papy et mamie dans la cuisine et les autres dans la salle à manger. Voilà. C'est de cette façon qu'on a expliqué comment passer Noël en famille durant la période Covid. Voilà, comment nous déplacer, etc. Et donc aujourd'hui, il faut nous expliquer comment traverser une journée d'été. Voilà. Et demain, on va nous expliquer comment régler notre thermostat, comment régler, je sais pas moi, le réfrigérateur, comment respirer sans produire trop de CO2, comment manger moralement, voilà. Hein, le délire vegan, tout ça. Comment aimer peut-être durablement. Voilà, on aura des règles fixes. Comment vivre, peut-être pourquoi pas dans les limites autorisées par la bureaucratie, parce qu'on y arrive finalement. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est pas de nier les phénomènes climatiques. Hein. Le climat, il change évidemment, il a toujours changé. La Terre n'a jamais été un décor immobile, hein, parfaitement stable, réglé à 21 degrés par une main invisible. Elle existait avant nous. Et elle existera après nous. Elle a connu des périodes glaciaires, des périodes plus chaudes, des variations régionales, des bouleversements. Elle s'est adaptée aux migrations humaines, aux effondrements agricoles, aux expansions commerciales. Et surtout, il faut savoir que ces cycles, l'homme n'a pas toujours été la cause de ces cycles. Le climat, c'est pas une statue, c'est un système immense, mouvant, qui est très ancien, qui peut être parfois brutal, complexe à comprendre, dont l'humanité finalement n'a jamais été la maîtresse absolue. Et c'est précisément pour ça que la prétention politique actuelle devrait nous faire sourire, puisque ou peut-être même nous inquiéter. Ça dépend de la façon dont on voit les choses, mais on veut nous faire croire qu'une caste administrative, avec quelques petits sommets internationaux, 3 normes européennes, 2 taxes carbone, un tri sélectif des pots de yaourt et l'achat de voitures électriques suffirait à reprendre le contrôle d'un système planétaire qui dépasse de très loin, évidemment, les capacités de l'État. Et donc là, il faut bien comprendre le glissement. On part d'un constat, il y a des épisodes de chaleur, il y a des évolutions climatiques, il y a des inquiétudes environnementales, il y a des questions énergétiques, etc. Bon, ok, soit. Mais on passe immédiatement, et sans véritable débat d'ailleurs, à une conclusion politique immédiate. Puisque le climat change, alors l'État doit taxer, interdire, nommer, subventionner, surveiller, contrôler, orienter, punir, planifier, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, en gros, ce passage est rarement interrogé. De toute façon, dès lors que vous l'interrogez, pareil, problème. C'est exactement comme pour l'Ukraine, quoi. Vous interrogez la corruption en Ukraine, pro-russe. Vous dites attention, mais par rapport à l'immigration, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que chacun prenne ses propres responsabilités en lien avec la propriété privée? Vous manquez d'humanisme et vous êtes un raciste. Et ici, vous commencez à vous poser des questions là-dessus, machin. Vous êtes ce qu'on appelle un climato-sceptique. Voilà.
Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas interroger. On nous présente la science comme un bloc et on nous impose la politique qui va avec, et il n'y a pas le choix, c'est comme ça, sinon vous êtes un traître. Voilà. Et en plus, on vous accuse de nier la science. Voilà. Donc, encore une fois, technique rhétorique efficace. On mélange deux niveaux différents, le constat et la solution. Et donc, on peut très bien penser finalement que le climat change, que l'homme a une influence sur son environnement, que les pollutions existent réellement, et en même temps refuser que ça serve de prétexte à une extension permanente du pouvoir étatique. Voilà, les deux peuvent être, comment dirais-je, pensés, évidemment. Et donc c'est là que se situe le cœur du problème, puisque l'écologie contemporaine n'est plus seulement quelque part une forme d'attention portée à la nature, c'est devenu une idéologie de gouvernement. C'est plus l'amour des paysages, l'amour des forêts, des rivières, de l'agriculture, des villages, de l'équilibre local. C'est pas non plus l'écologie concrète du propriétaire qui entretient son terrain, du paysan qui connaît son sol, du pêcheur qui respecte son fleuve, de l'artisan qui gaspille pas, de la famille qui transmet une terre ou une maison. Voilà, cette écologie-là qui est finalement enracinée, prudente, conservatrice quelque part, mais dans le bon sens du terme, dans le meilleur sens du terme, pourrait parfaitement être entendue et même défendue. Elle n'a même pas besoin de grands discours, elle naît finalement de la responsabilité directe, de la proximité, de la propriété, du lien entre un individu et ce dont il a la charge. Et la différence, c'est que l'écologie politique actuelle, elle est d'une autre nature. C'est abstrait, c'est punitif, bureaucratique, moralisateur, centralisé, et donc elle dit pas seulement prenez soin de ce qui vous entoure, elle vous dit votre mode de vie est suspect par définition. Votre voiture est suspecte, la chaudière est suspecte, la maison est suspecte, la consommation est suspecte, partir en vacances c'est suspect, l'alimentation que l'on a est suspecte, le confort est suspect. Et en fait, tout devient matière à culpabilité. Et dès qu'un domaine de la vie devient coupable, eh bien, il devient taxable. Et oui, hop, tchac tchac, c'est évidemment le combo, la machine à sous qui tombe. Et en fait, c'est une des grandes lois non écrites du pouvoir moderne, c'est de transformer une habitude en faute morale, ce qui permet ensuite de la transformer en source de revenus publics. Et réfléchissez à plein de choses, ça fonctionne comme ça à chaque fois, systématiquement. Et donc c'est pour ça que l'écologie est devenue une formidable machine fiscale, puisque on vous dit jamais brutalement nous avons besoin de plus d'argent pour nourrir l'appareil d'État, financer nos politiques absurdes, subventionner nos réseaux industriels et entretenir notre bureaucratie. Non, ce serait beaucoup trop honnête et ça ne correspond pas au niveau de la qualité de cette institution qui nous méprise. Non. On nous dit il faut financer la transition. Voilà, le mot est magnifique, transition. C'est doux, progressif, raisonnable. Mais quand on y réfléchit bien dans le concret, concrètement, que signifie transition pour l'individu ordinaire ? Absolument rien, uniquement le fait qu'il va devoir payer. Payer pour sa voiture, puis ensuite payer parce que sa voiture n'est plus acceptable. Et donc on va avant lui faire culpabiliser le fait de lui avoir acheté une voiture essence et diesel, en augmentant évidemment les taxes sur le gasoil et l'essence, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons un gasoil et essence approximativement aux alentours de 2 € qu'on fait passer pour le résultat de la guerre machin. C'est faux, vous enlevez les taxes, avec ou sans guerre, vous vous démerdez excessivement bien avec aux environs de 58 à 65 centimes du litre en gasoil. Donc c'est les taxes le problème, c'est pas la distribution ni rien, c'est bien les taxes. On vous fait culpabiliser également en vous disant que vous n'allez pas pouvoir circuler si vous n'avez pas la vignette adéquate, critère 0, 1 ou 2, et donc ce qui fait que si vous êtes critère 3, 4 ou 5, vous ne pourrez pas circuler. Même chose avec l'idée de plaque paire, impair, et j'en passe, évidemment, pour pousser
à l'achat de véhicules électriques, parce qu'en plus, c'est leurs propres potes industriels, les coquins, les copains, les trucs, les machins, comme évidemment c'est de la connivence et du privilège, on fait croquer tout le monde, et en plus, désormais, ils commencent à taxer les véhicules électriques. Voilà, donc finalement tout est bon pour piquer du pognon, puisqu'on nous a dit que non, acheter l'électrique sera formidable, vous aurez des aides, ok, et maintenant ils finissent par rétro-pédaler et puis se dire, tiens, maintenant il y a pas mal de gens en électrique, si on taxait l'électrique, voilà, donc finalement c'est très peu pour la planète et beaucoup pour leur portefeuille, leur pognon et leur magouille, voilà. Donc, où en étais-je ? Oui, ça signifie qu'il va devoir payer. Il va payer ensuite l'électricité. S'il achète une voiture électrique, parce qu'on lui aura fait comprendre que le gasoil, l'essence, c'était très mauvais, donc on va lui forcer à prendre une bagnole électrique. Donc il va la payer. Ensuite, il va devoir s'acheter une borne. Et oui, parce qu'il faut acheter les bornes électriques. Il va payer plus d'énergie, parce qu'il va falloir qu'il paye les taxes incluses dans l'énergie. Ensuite, il va payer probablement la rénovation de son logement, parce qu'il faut installer, vous savez, les nouvelles trucs de normes, où il faut un Linky, il faut obligatoirement... j'en sais rien, moi je sais plus ce qu'ils ont. Ils inventent tellement des trucs que à la fin je sais plus. Pour telle chaudière, il faut changer, machin, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, enfin j'en sais rien. Donc vous allez payer ça aussi. Vous allez payer pour le diagnostic énergétique, vous allez payer parce que votre logement est mal classé, vous payez aussi parce qu'il chauffe trop, et vous allez payer parce que vous n'avez pas les moyens non plus de vous conformer aux injonctions administratives. Ça veut dire que pour faire tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils demandent et ce qu'ils obligent en termes de normes, etc., c'est à vous de payer. Vous êtes taxé, et en plus, si vous le faites pas assez rapidement ou vous le faites pas du tout, vous avez des amendes. Donc vous êtes encore doublement taxé si justement vous n'avez pas les moyens de vous plier à la règle. Donc en fait, tout est bon pour piquer du pognon. Quoi que vous fassiez, votre pognon, il part dans leur poche. Et donc ce mécanisme est encore beaucoup plus pervers, parce qu'en plus, il se présente comme vertueux. C'est-à-dire que le type qui n'a pas les moyens d'acheter une voiture électrique, il n'est pas seulement pauvre ou contraint, il est moralement en retard. Donc, celui qui vit en périphérie, parce que les centres-villes, en plus, sont devenus inabordables, parce que se payer un logement est beaucoup trop cher, donc il s'achète une bagnole à bas prix, et en plus il se retrouve coincé, parce qu'il ne correspond absolument pas aux normes. Il se retrouve en plus... Parce qu'en général, les voitures les moins chères, c'est pas les véhicules électriques, c'est les vieux diesel, les 205, les véhicules années 90, 2000, Clio 2, et ce que vous voulez. Donc, il se retrouve en plus accusé de polluer lui-même, parce qu'il doit, limite, en plus, on l'oblige à perdre sa voiture pour aller travailler. Mais prenez les transports en commun, le vélo, machin, donc c'est absolument horrible, quoi, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour vivre en centre-ville, et en plus on lui montre du doigt parce qu'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter les véhicules qui correspondent aux normes, etc. Donc il essaye quand même de continuer à faire partie du rouage, et on l'insulte encore plus derrière parce qu'il a une vieille caisse qui pollue je ne sais quoi, un machin. C'est absolument horrible, quoi. C'est horrible pour lui. Si auquel cas en plus il a une vieille maison, et il est obligé, parce qu'il est sommé finalement de réaliser les travaux qui sont énormément coûteux, alors qu'il n'en a même pas librement décidé, mais parce qu'il y a une réglementation qui l'y pousse ou le menace indirectement, et finalement celui qui n'a pas les moyens de suivre toute cette transition, c'est le mauvais élève du nouveau catéchisme écolo. Et pendant ce temps-là, ceux qui produisent les normes, qui votent les lois, qui organisent les sommets, qui traversent les continents, qui vivent dans des conditions matérielles extrêmement confortables de par justement l'impôt et l'argent qui a été piqué, expliquent à la population qu'elle doit apprendre la sobriété. C'est quand même magnifique, c'est du foutage de gueule. Donc vous l'aurez compris, il y a dans cette scène évidemment quelque chose d'assez obscène, puisqu'on demande d'une part au peuple, entre guillemets, de trier ses emballages, de moins rouler, de moins chauffer, de moins consommer, de moins voyager même. Je l'avais dit il y a quelques années,
avant que je fasse ces vidéos. À l'époque, j'écrivais souvent des textes, il faudrait que je retrouve ça, j'ai dû en parler, je crois, il y a quelques années sur ma page Instagram, de ces voyages et notamment de l'avion, et j'avais dit que à l'époque, très certainement, on allait arriver à une forme de réglementation et même à une forme de comment dirais-je, de passe-droit au niveau de l'aviation, c'est-à-dire qu'on aurait un cumul, enfin comment dire, une forme de marge finalement à pas dépasser en termes de vol, c'est-à-dire que chacun aura le droit à peu près 2-3 vols par an, pas plus, quoi. Et ils en sont arrivés là, parce que j'ai vu un article l'autre jour, alors je sais plus sur quoi c'était, ça fait être sur, je crois que c'était sur RMC, sur un post d'RMC, je crois, sur Facebook, où justement le gouvernement, de je sais plus quel pays d'ailleurs, commençait à se poser la question à savoir s'il allait pas falloir justement réglementer le nombre de voyages par personne par an, parce que ils sont en train de se demander s'il n'y avait pas un risque lié au climat, à la pollution, etc. Donc ce que j'avais énoncé il y a quelques années sur ce délire écolo finalement, où on imposerait des quotas de voyage annuels par personne, individuel dans ce cas, et ben ça y est, ils sont en train d'y réfléchir, voilà, donc peut-être même donc dans ce cas-là de moins voyager, alors que eux en plus, ces élites politiques, économiques et tout le tout team se déplacent systématiquement à travers la planète pour en plus organiser des conférences sur la nécessité de limiter les déplacements. Je vais le répéter parce que c'est très intéressant. Nous avons des élites qui nous demandent de trier nos emballages, nos déchets, de moins rouler, de moins chauffer, de moins voyager, de moins consommer, alors qu'eux-mêmes, ceux qui disent tout ça, se déplacent à travers la planète pour organiser des conférences sur la nécessité de limiter les déplacements. C'est quand même fou, non ? Donc il y a des responsables publics entourés de cortèges, voitures officielles, dispositifs de sécurité, équipes, conseillers, communicants qui viennent expliquer aux citoyens qu'ils doivent réduire leurs empreintes climatiques, environnementales, etc. Donc l'individu ordinaire de base, il devient coupable de prendre sa vieille voiture pour aller travailler, mais par contre le balai mondial des délégations officielles, des sommets, des voyages diplomatiques et patati patata échappe toujours à la même indignation morale. Donc là encore, pardonnez-moi, on nous prend pour des idiots. Mais encore une fois, ne parler que de l'État et tout mettre sur le dos de l'État serait là aussi encore une fois facile, puisque il faut pas oublier un autre biais de tous ces gens qui nous donnent des leçons et qui nous prennent en même temps pour des idiots. Ce sont le rôle de certains industriels, parce que c'est là aussi un aspect essentiel du sujet, puisque on présente souvent l'écologie politique comme une lutte contre le capitalisme, parce que oui, beaucoup de ces écolos sont en fait des communistes à visage couvert, comme le disait notamment à l'époque Jean-Marie Le Pen au sujet des écolos, où il avait pris une pastèque, il avait ouvert la pastèque en disant c'est vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Évidemment, sur cet aspect, il n'avait pas complètement tort, puisqu'il y a quand même pas mal d'idées communistes finalement derrière, réglementées, etc. Machin. Ce sont des communistes cachés en réalité. Et finalement, donc on présente cette écologie politique comme une lutte contre le capitalisme, alors qu'en plus c'est une alliance entre l'État et certains grands intérêts économiques. Donc non, ce n'est pas le marché libre qui oblige les citoyens à changer de véhicule. C'est pas non plus le marché libre qui interdit progressivement certains usages. Non, ce n'est pas le marché libre qui impose des normes énergétiques en cascade. Non, ce n'est pas le marché libre qui décide que telle technologie sera subventionnée, que telle autre technologie sera pénalisée, que telle filière sera favorisée et que telle autre sera condamnée. C'est l'État. Voilà, point barre. C'est pas la logique de marché, libre, capitalisme, etc. C'est l'État. Et une fois que l'État a créé l'obligation, certains industriels n'ont plus qu'à vendre la solution obligatoire. C'est ça en fait le vrai business vert. C'est créer artificiellement un marché captif par la loi.
et faire passer ça pour de l'innovation écologique. C'est finalement ce qu'on appelle le vieux de la vieille, c'est le vieux capitalisme de connivence simplement repeint en vert. L'État décide que votre ancienne voiture devient un problème, et ben il y a des industriels qui vont profiter de cette interdiction pour vendre la nouvelle voiture. Donc si l'État dit on va stopper les véhicules et la vente de véhicules, etc. Machin. On va interdire les véhicules diesel et gasoil en 2030. Bah, les industriels, ils se disent quoi? Ah merde, ils vont supprimer nos véhicules dans 4 ans. Bon, bah, on va devoir faire d'autres véhicules pour respecter les règles. Donc, hop, tac, véhicule électrique. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'État décide aussi, par exemple, que votre logement doit répondre à de nouveaux critères. Et donc, en fonction de ces nouveaux critères, bah, les entreprises s'adaptent et vous vendent les travaux. L'État, je sais pas moi, décide que l'énergie doit être réorganisée selon une certaine vision politique. Eh bien, on a des groupes subventionnés qui vont récupérer le marché. Et à chaque étape, c'est le citoyen qui paye, tandis que les responsables politiques, ils récoltent le bénéfice moral de la vertu. Donc, le politicien, il se présente comme le sauveur de la planète, l'industriel, il vient comme un acteur de la transition, le bureaucrate, il arrive comme le garant de l'intérêt général. Et puis au final, on se rend compte que en bas de l'échelle, encore une fois, c'est le contribuable qui est toujours l'éternel financeur de cette grande mascarade et de cette grande mise en scène. Et c'est ici que cette analyse ANCAP est particulièrement utile parce qu'elle remet le pouvoir au centre de la réflexion. Donc l'enjeu, encore une fois, ce n'est pas seulement de savoir s'il fait chaud, s'il fera plus chaud demain, si les modèles climatiques sont exacts à la décimale près. L'enjeu, c'est de savoir qui utilise ce récit, pour faire quoi, avec quel argent, contre quelle liberté, au bénéfice de qui. Voilà, c'est tout. Chaque grande peur collective devient, par définition, une opportunité d'expansion pour l'État. La crise sanitaire, par exemple, ça a permis d'étendre le contrôle sanitaire. La crise sécuritaire, au travers des différents attentats et compagnie, ça a permis d'étendre le contrôle policier. La crise économique permet d'étendre l'intervention monétaire et budgétaire. Et la crise climatique, elle permet d'étendre le contrôle de l'énergie, du logement, de la mobilité, de l'industrie, de l'alimentation, des comportements privés. Et donc l'État ne laisse jamais perdre une bonne crise, parce qu'une crise, c'est toujours une chance pour lui d'ajouter une couche de pouvoir sur la société. Et le plus inquiétant finalement là-dedans, dans cette expansion du pouvoir, c'est qu'elle se fait au nom d'une morale et en plus apparemment incontestable, parce que qui peut être contre la planète, qui peut être contre les enfants, qui peut être contre l'avenir, qui peut être contre la nature. Et en fait, tous ces mots sont utilisés comme des boucliers pour justement éviter qu'on puisse contredire tout ce qui est fait. Tout est dans une logique de manipulation, tout. Dès qu'un débat devient, vous le savez, devient moralement sanctuarisé, c'est très très compliqué et très politiquement dangereux de le contester. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec le climat. C'est-à-dire que celui qui va tenter, comme moi, je le fais là, de critiquer les politiques climatiques, on ne va pas le traiter comme un contradicteur normal. Comme dans une vidéo précédente, nous avons vu qu'il n'y a pas eu de séparation entre l'Église et l'État, mais bien l'État qui a pris la position de l'Église, et ben dans ce cas-là, je vais être considéré comme un hérétique par cette religion d'État. Et ils ne vont pas dire que je me trompe, ils vont dire que je suis immoral. Comment dirais-je, en disant de moi que je ne défends pas une autre vision de la société, mais que je mettrais même moi-même, au travers de mon discours et de ce que je réfute et de ce que je pose comme question, que je mettrais en danger l'avenir de l'humanité. Donc à partir de là, tout devient possible, puisque si l'adversaire est une menace pour la planète, pourquoi on respecterait ses objections? Pourquoi on respecterait sa propriété? Pourquoi on respecterait sa liberté? Pourquoi on ne pourrait pas le contraindre pour le bien, comme on fait à chaque fois? Oui, mais c'est pour son bien, c'est pour le bien commun, c'est pour... Voilà. Et surtout, le bien de tous. Voilà. Donc,
On le sait, que c'est ainsi que naissent les régimes de contrainte douce. On ne vous met pas immédiatement un pistolet sur la tempe, sinon ça se verrait beaucoup trop. On vous enveloppe dans des mots agréables. On vous parle d'accompagnement, de transition, de responsabilité, de solidarité, de sobriété, d'adaptation. Mais derrière tous ces mots, il y a toujours la même réalité avec mes mots, obligations, taxes, interdictions, contrôle, sanctions, indépendance. Voilà. Donc le vocabulaire administratif, il a évidemment cette capacité extraordinaire de rendre la contrainte presque aimable finalement. Mais quand l'État dit qu'il vous accompagne pas, ça ne veut pas dire qu'il vous accompagne, ça signifie souvent qu'il vous pousse dans une direction que vous n'avez pas choisie. C'est pas un accompagnement volontaire. C'est-à-dire qu'il se tient proche de vous pour vous emmener sur le chemin qu'il a décidé que vous deviez emprunter. C'est pas un accompagnement. C'est un accompagnement forcé, si vous voulez. Quand il parle de sobriété, ça veut dire que vous allez devoir accepter, qu'importe vos choix, une baisse de votre niveau de vie. Quand il vous parle de solidarité, ça veut dire que quelqu'un va payer pour quelqu'un d'autre. Mais par la contrainte, sinon c'est pas drôle, puisque ce sera sous la menace de la loi. Quand il parle de transition, ça veut dire que les règles du jeu vont changer, mais toujours pas pour vous, évidemment, mais uniquement au profit de ceux qui sont déjà assez puissants pour s'y adapter. Voilà, donc la transition, c'est on change les règles pour nous et pour les copains. Et on le voit bien avec la voiture, puisque pendant des décennies, les États ont construit des sociétés qui dépendent de la voiture. Les parkings, les centres commerciaux immenses avec les grandes places de parking. Ils ont refait évidemment Paris à l'époque, même, d'Haussmann, etc., pour pouvoir permettre ce qu'ils appelaient à l'époque les voitures, mais c'était pas des voitures à moteur, c'était ce qu'ils appelaient les voitures, c'était des charrettes, donc à la taille des charrettes, etc., qui ont reproduit à la même taille les véhicules. Ils ont refait les roues goudronnées, ils ont construit des autoroutes, c'est-à-dire qu'au nom de la voiture, du bus, de tout ce que vous voulez, ils ont exproprié depuis les années 60 des gens, des agriculteurs, etc., qui avaient propriété, ils les ont expropriés pour faire des autoroutes. Donc pour promouvoir encore une fois la longue distance à faire en voiture. Ils ont créé des sociétés qui dépendent de la voiture pendant des décennies. Au niveau de l'urbanisme, le périphérique parisien, la 86, je vous l'ai dit, les zones commerciales, l'éloignement du travail au travers de la banlieue, faire des trajets de banlieue à banlieue, etc. Tout a poussé finalement des millions de gens à dépendre de leurs véhicules. Le prix délirant de l'immobilier dans les centres urbains, par exemple. Ils savaient très bien qu'en augmentant les prix, en taxant évidemment à outrance, de plus en plus de gens allaient se retrouver de plus en plus à la marge du centre-ville. Donc ils auraient évidemment besoin de voitures pour se déplacer. Et évidemment, une fois que la dépendance est installée, on vient leur expliquer que leur voiture est un problème moral. Donc, il n'y a jamais rien qui va, et tout est prétexte à prendre du pognon. C'est une hypocrisie totale. Le même système qui a rendu l'individu dépendant de sa voiture l'accuse ensuite d'être irresponsable parce qu'il l'utilise. Et bien sûr, la solution proposée, c'est pas de lui rendre sa liberté, ni même de diminuer les taxes ou de libérer l'innovation, ou de laisser les alternatives émerger. La solution proposée, c'est de lui vendre une nouvelle dépendance, plus cher, plus réglementé, plus connecté, encore plus subventionné et plus conforme seulement aux objectifs politiques du moment. Mais il n'y a pas que la voiture, puisqu'on pourrait dire la même chose du logement. Pendant des années, l'État a rendu la construction plus difficile, plus chère et plus réglementée, parce qu'il fallait que ça corresponde à des normes conformes de réglementation, etc. N'importe qui ne pouvait pas construire où et n'importe comment, machin. Donc, il a contribué à la rareté immobilière par l'empilement donc de ces normes, de la fiscalité également, de la planification urbaine, de la complexité administrative, et ensuite il vient expliquer aux propriétaires qu'ils sont responsables du mauvais état énergétique du parc immobilier, et en plus qu'ils doivent encore payer pour corriger un problème aggravé par la réglementation elle-même. C'est magique, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que l'État casse les jambes, elle vend les béquilles, et elle accuse celui qui boite de
pas courir assez vite vers l'avenir. C'est, c'est magnifique. C'est comme si vous vous faisiez tabasser, hein, et vraiment, on vous casse la gueule vraiment violemment. Vous sortez de l'hôpital, etc. Le type qui vous a cassé la gueule vous dit tiens, tu devrais plutôt acheter ci, ça, tiens, achète ça, tiens, des béquilles, ça irait bien pour toi, machin. Le mec, il devient hyper sympa. Et dès que vous avez tout votre matos, bon, c'est bon, vas-y, allez, on y va là, parce que c'est hallucinant. Et on le sait, enfin, quand on y réfléchit assez rapidement, la logique, elle est absolument insupportable, parce que on sait que ça frappe d'abord les classes moyennes et les classes populaires. Les très très riches, bon, certes c'est chiant, mais ils arrivent plus ou moins quand même à s'adapter. Ils peuvent acheter une voiture électrique neuve, rénover leur maison, payer l'énergie plus cher, ils peuvent contourner certaines contraintes, habiter dans les bons quartiers, absorber les coûts, se déplacer autrement. Voilà, ils peuvent plus ou moins se plier plus facilement aux règles, etc. Les pauvres, bon, ils sont subventionnés, certains restent massivement dépendants de l'aide publique, donc bon, eux, ils peuvent aussi, au travers des subventions, des aides, etc., s'en sortir, alors pas autant évidemment que les très riches, mais ils peuvent plus ou moins se démerder. Alors que ceux qui se retrouvent vraiment coincés, c'est qui? Ils sont les classes moyennes, comme d'habitude. Trop riches pour être subventionné et avoir les aides publiques, et puis trop modestes pour absorber facilement les coûts. Et puis ils sont assez propriétaires pour être taxés, ça y a pas de problème, mais ils sont pas assez puissants pour être protégés. Et donc ce sont elles qui payent finalement la morale verte des autres. Ce sont elles qui deviennent la cible idéale, puisqu'elles sont propriétaires de leur maison, conductrices de leur voiture, attachées à leur confort, soucieuses de transmettre quelque chose, mais là aussi incapables de peser politiquement face à ce qu'on appelle aux grandes coalitions bureaucratiques et industrielles. Et donc, il faut aussi, comment dirais-je, revenir sur cette idée finalement de mémoire des grandes paniques collectives, puisque à chaque époque, on annonce la catastrophe définitive. On a eu pendant des années le fameux trou dans la couche d'ozone, voilà. Il y a eu également l'annonce répétée sur la fin imminente du pétrole. Moi, ça fait 30 ans que j'entends, dans 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. Sérieusement, les gars, sérieusement. Sérieusement, on nous prend vraiment pour des cons. On a eu les discours sur la surpopulation, on a eu toutes les prévisions possibles et inimaginables, apocalyptiques, qui ont été constamment repoussées. En telle année, c'est la fin du monde, en telle année, tel pays va imploser, en telle année, c'est la catastrophe mondiale de l'environnement, il n'y aura plus d'herbe dans telle année, il y aura plus... Et on se rend compte qu'au final, 40, 30, 50, 60, 100 ans après, tout est encore là. Et voilà, et maintenant on a le climat comme récit total. Bon, voilà. Bon, je sais que certains problèmes sont ou étaient réels, que certaines alertes qui avaient été dites à l'époque avaient quand même certains fondements. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la structure politique de ces paniques. C'est-à-dire qu'on produit un horizon de peur, on annonce une échéance en 2030, tac, on a l'impression de voir un nouveau film de Steven Spielberg, quoi. Quand il annonce un nouveau film, c'est Steven Spielberg sur vos écrans, octobre 2026, avec son nouveau film, son truc, longtemps prévu à l'avance, ou des concerts, j'en sais rien. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais vu déjà, quand j'étais tout jeune, je sais plus quel artiste français, je crois que c'était Patricia Cass, qui avait annoncé son concert à l'Olympia 3-4 ans avant la date. Là, c'est un peu pareil, quoi. C'est en 2030. Voilà. Là, par exemple, en 2030, on sait qu'il y aura plus ou moins la guerre avec les Russes. D'ailleurs, on le sait. C'est bon, là, dans le tac-tac, on discute entre 2030. Voilà, c'est acté. Il y en a une date, un agenda en 2030. Voilà. Donc, tout est prévu. C'est magnifique. Il y a un agenda. Et puis, comment dirais-je, on a une date avec une échéance et on nous dit surtout qu'il faut agir rapidement, immédiatement. Et donc en plus d'avoir un horizon de peur, etc., en plus de l'échéance,
on transforme l'urgence en justification du pouvoir. Donc le problème, c'est pas toujours l'existence du risque, c'est l'usage politique du risque. C'est toujours pareil. Dans une société libre, elle sait gérer les risques, cette société libre. Elle n'a pas besoin que chaque danger devienne une religion administrative. Les individus s'adaptent, les entreprises innovent, les familles changent leurs habitudes, les villes elles peuvent modifier en conséquence leur architecture, les propriétaires ils peuvent très bien investir dans ce qui leur semble utile, les assureurs ils peuvent intégrer les risques, les ingénieurs proposent des solutions, les communautés locales s'organisent et organisent des réponses concrètes, et puis finalement on se rend compte que l'histoire de l'humanité c'est une histoire d'adaptation. Ce qui a permis aux hommes de survivre, c'est pas la bureaucratie climatique mondiale, c'est l'ingéniosité, la propriété, l'échange, la transmission, la prudence, l'expérience cumulée, la liberté d'essayer plusieurs solutions au lieu d'imposer un seul modèle depuis le sommet. Par exemple, pour appuyer ce que je dis depuis tout à l'heure, on va regarder l'histoire. J'adore l'histoire et j'adore confronter ce qui se passe aujourd'hui avec des choses qui auraient pu se passer à l'époque, d'où cette idée de cycle perpétuel, etc., duquel l'homme et l'humanité n'a peut-être finalement que très peu d'action sur ça, et que ce serait la Terre qui se régule elle-même. Regardons l'histoire. Les Vikings ont atteint le Groenland. C'est indéniable, ils ont atteint le Groenland. Dans un contexte climatique qui est assez différent de celui qu'on imagine souvent. Il faut savoir que l'installation nordique dans cette région du Groenland n'a pas pu être possible sans des conditions favorables à certains moments. C'est-à-dire que le climat, finalement, a toujours été un facteur historique. Sinon, les Vikings, si on était encore à l'époque glaciaire, jamais ils auraient pu aller au Groenland, c'est pas possible. Donc, s'ils ont réussi à aller sur les terres du Groenland, c'est bien parce qu'il y a eu un cycle de réchauffement à partir duquel ils ont pu s'adapter et dans ce cas-là, au terme de leur voyage, découvrir des terres qu'ils n'auraient pas pu découvrir s'il y avait encore cette espèce de forme de linéarité climatique. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, cet exemple des Vikings au Groenland est un exemple dans tant d'autres d'un cycle climatique naturel. Voilà, c'est tout. C'est qu'il y a eu à un moment donné, à cette période, un réchauffement qui a permis aux Vikings d'aller au Groenland. Sinon, c'est pas possible. Donc, il faut bien comprendre que, en plus de dire que le climat a toujours été un facteur historique, il a toujours été ouvert et fermé au niveau de différentes possibilités. C'est-à-dire qu'il a permis et accompagné de nombreuses migrations, des cultures, des famines également, parce que en fonction évidemment de la sécheresse ou non, il peut y avoir plus ou moins de récoltes et donc moins ou plus ou moins à manger et donc un lien direct avec la famine. Même chose pour les routes commerciales. Beaucoup de routes ont été changées au fil du temps, etc. Parce qu'une route habituellement possible est devenue impraticable. J'imagine au travers du désert, on devait contourner par des endroits peut-être plus frais plutôt que par la route qu'on prenait habituellement, parce qu'avec cette forme de réchauffement qu'il aurait pu avoir à l'époque, j'en sais rien, a rendu cette première route désertique difficile du fait de la chaleur, et puis ensuite probablement d'autres événements qui ont fait, par exemple, que sur les routes au Kazakhstan qui étaient devenues assez fraîches, ils ont dévié leur route pour un endroit un peu plus chaud pour permettre de mieux circuler au lieu de passer par les montagnes et les différents glaciers qui sont devenus de plus en plus froids. Donc voilà, ça a accompagné les migrations, la culture, la famine, les routes commerciales, les expansions, les reculs, parce qu'il y a des moments où les civilisations ont reculé ou changé d'endroit au fur et à mesure évidemment du changement de climat ou même des terres qui changent fondamentalement. Peut-être que au bout d'un moment il y a certaines terres qui ont moins produit, ou la terre a changé, ou les sols ne sont plus les mêmes, voilà. Et faire finalement comme si le climat avait été stable jusqu'à l'invention du moteur thermique, c'est une absurdité sans nom.
L'histoire humaine, c'est pas une parenthèse paisible, soudainement troublée par l'homme moderne, voilà, duquel on dira que même le climat, peut-être dans quelques années, est même la source du patriarcat blanc cisgenre de plus de 50 ans. Enfin, moi, je serais pas étonné qu'on me le dise aujourd'hui, quoi. Donc, on se rend compte finalement qu'elle s'est toujours déroulée dans un monde naturel qui est instable, parfois favorable, parfois hostile, c'est ce qu'on appelle les changements climatiques, mais c'est un cycle, c'est comme ça, et c'est pas systématiquement lié au moteur thermique, à l'homme en lui-même. Donc cette mémoire historique, évidemment, elle est totalement écrasée aujourd'hui par le discours actuel, qui fonctionne comme si nous avions perdu un paradis climatique originel. Et dans une vidéo précédente, j'avais dit que les gens n'ont plus de recul historique nécessaire. Ça veut dire que leur recul historique à peu près, on est sur du 10-20 ans moyenne. Tout ce qui est un petit peu avant, ils l'ont plus ou moins oublié. Mais c'est un lien intrinsèque avec toute cette manipulation qui est organisée désormais, puisque ayant connaissance que les gens sont de plus en plus cons techniquement et n'ont pas assez de recul historique sur les choses, ils n'ont pas conscience que, par exemple, ce que je vous ai dit sur les routes, les migrations, les Vikings au Groenland, en 500, je sais plus combien, ils n'en ont même pas idée, parce que pour eux, finalement, quand on leur dit oui, c'est de la faute de l'homme, machin, et moteur thermique, ok. Ils n'ont pas la distance historique. Et donc ça permet finalement à toute cette propagande, finalement, de rentrer dans les cerveaux et de ne pas en sortir. Il y a cette partie-là aussi qui leur permet de manipuler les gens, d'avoir connaissance de leurs manquements cognitifs, de temporalité historique. Et donc la problématique rentre dans cette catégorie également, puisque, comme je vous l'ai dit, cette mémoire historique est écrasée par le discours actuel, et le discours qui fonctionne comme si on avait perdu un paradis climatique originel, donc tout allait bien avant l'homme moderne et le moteur thermique. C'est faux. On nous dit qu'il y a un équilibre qui a été brisé, que la planète est déréglée, qu'on a perdu une harmonie, comme si le monde avait été un jardin parfaitement ordonné avant l'arrivée de l'industrie. Et donc c'est avoir une méconnaissance totale des civilisations qui nous ont précédés et qui vont nous succéder. Il y a encore là-dedans cette image de « je suis ici », donc ce qui existait avant et ce qui existera après n'existe pas, comme une propre réfutation de la mort aussi quelque part. Et donc là, on rentre véritablement dans ce que peut être l'être intérieur et sa condition de mortel qui est annihilée par, j'en sais rien, tout ce qui s'entoure, le divertissement, qui fait que l'homme finalement ne pense pas à sa mort, etc. Et en fait, je pense qu'il faut être extrêmement nihiliste quelque part pour avoir cette lucidité intrinsèque des choses. Et finalement, je pense que quelqu'un d'extrêmement lucide et nihiliste est peut-être l'une des catégories de personnes qui a la possibilité de moins se faire berner, finalement, par toutes ces conneries. Donc, on est encore une fois dans une vision religieuse, puisqu'il y a un paradis initial, une faute humaine, une culpabilité collective, des prophètes de catastrophes, des prêtres de la transition, on a des sacrifices matériels, des indulgences carbone, des hérétiques qui représentent finalement les climato-sceptiques, et surtout la promesse de salut si on accepte de se soumettre en payant les taxes et compagnie. Donc, on a une religion ancienne qui promettait le salut de l'âme, et la religion climatique qui promet le salut de la planète, mais finalement, dans les deux cas, il faut quand même expier, obéir, payer, et finalement croire que ceux qui prétendent, ou du moins croire ceux qui prétendent interpréter ces signes. Et donc ce qui est terrible, c'est que cette religion, elle se présente comme purement rationnelle, elle prétend n'être que science, chiffres, modèles et expertise, mais dès qu'on arrive sur le terrain politique, on quitte la science pour entrer dans la morale et le pouvoir. C'est-à-dire qu'un modèle climatique ne vous dit pas quel niveau de taxation est légitime. On a une courbe de température qui comment dirais-je, une courbe de température, voilà, par exemple, ne vous dit pas s'il faut interdire une voiture. Une projection à long terme ne vous dit pas si l'État doit subventionner telle industrie plutôt que telle autre, voilà, parce que ce sont des choix politiques. Et ces choix doivent être discutés comme tels. Et malheureusement,
tous ces gens les cachent derrière la science. Et donc c'est une manière de neutraliser le débat démocratique et plus profond encore de neutraliser même l'idée de liberté de contestation. Et donc ça c'est extrêmement grave également puisque nous avons plus la liberté de contester le récit officiel comme beaucoup d'autres sujets. Ce qui m'a valu d'être insulté dans une vidéo précédente qui portait le même sous-titre de « On nous prend pour des idiots ». Et le pire dans cette inversion permanente de la charge morale, c'est que le citoyen ordinaire, il est traité comme le responsable de la catastrophe, alors qu'en fait il est souvent prisonnier d'un système qu'il n'a pas choisi. On lui a vendu un mode de vie, on l'a fiscalisé, on l'a réglementé, on l'a incité à s'endetter, on l'a poussé vers la périphérie, on a rendu la vie chère, on a détruit la monnaie par l'inflation, on a augmenté les taxes sur l'énergie et on vient lui dire qu'il consomme mal. Mais pardon, le problème c'est pas le citoyen, le problème c'est le système de pouvoir qui organise les contraintes, qui détruit les signaux économiques, qui fausse les prix, qui subventionne les mauvais choix, qui pénalise les bons et qui se présente ensuite comme la solution à ses propres dégâts. Et donc, prenons l'exemple de l'énergie. Pendant des années, on a des choix politiques qui ont fragilisé l'approvisionnement, qui ont désorganisé les marchés, ils ont créé la dépendance. Ils ont diabolisé certaines ressources, ils en ont subventionné d'autres, ils ont fermé ou empêché des capacités de production, et lorsque les prix montent ou les tensions apparaissent, on explique aux gens qu'ils doivent faire preuve de sobriété. Mais pareil, la sobriété imposée, c'est pas une vertu, c'est souvent le nom élégant qui est donné à la pauvreté organisée. Il fait extrêmement chaud là. je parle de climat. Là, je commence à chauffer la mine de rien. Quand un individu, par exemple, choisit librement de consommer moins parce qu'il le souhaite, parce qu'il veut économiser, parce qu'il préfère vivre simplement, c'est son choix. Voilà. Quand l'État rend l'énergie trop chère, qu'il limite les usages, qu'il culpabilise les citoyens et qu'il appelle ça de la sobriété, c'est plus une vertu. Moi, j'appelle ça une régression. Et ce qui vaut pour l'énergie vaut pour l'ensemble de la vie matérielle. L'écologie politique actuelle ne propose pas seulement de modifier certaines pratiques. Elle tend à imposer une nouvelle anthropologie, c'est-à-dire que l'homme est plus petit, plus surveillé, plus modeste, plus obéissant. Et finalement, oui, plus compatible avec leur idée de planification. Et donc, il doit renoncer à l'abondance, à la vitesse, au confort, à la propriété pleine et entière, à sa propre mobilité. Il doit renoncer parfois même à l'idée de progrès matériel. Alors, bien sûr, cette austérité sera surtout imposée à ceux qui n'ont pas les moyens de l'éviter, puisque les classes dirigeantes, elles, continueront de vivre dans une abondance discrète. Macron avait dit « c'est la fin de l'abondance », mais il fallait comprendre que c'était la fin de l'abondance pour les classes moyennes, pas pour lui, pas pour ses potes. Mais elles auront quand même le goût de la justifier par leur importance, justement, leur fonction, leur mission, leur engagement pour le bien commun. Alors, voilà pourquoi cette affaire climatique dépasse largement la météo, puisqu'il s'agit d'un affrontement entre deux visions de l'homme. D'un côté, l'homme libre, propriétaire de sa vie, responsable de ses choix, capable de s'adapter, d'innover, de coopérer volontairement, de prendre même soin de ce qui lui appartient, de répondre aux problèmes par l'intelligence concrète et par l'échange. Et de l'autre, l'homme administré, coupable par défaut, surveillé par les experts, dirigé par les normes, puni par la fiscalité, récompensé par les subventions conditionnelles, enfermé dans un système où chaque aspect de son existence devient un objet de pilotage politique. Et donc c'est pour ça que je refuse l'écologie d'État. Non pas parce que je méprise la nature, mais bien au contraire, précisément parce que je refuse que la nature soit utilisée comme prétexte pour étendre indéfiniment le pouvoir. On peut aimer les paysages sans aimer les ministères. On peut vouloir des rivières propres sans vouloir une bureaucratie verte tentaculaire. On peut respecter les forêts sans accepter que chaque propriété privée devienne un dossier administratif. On peut défendre la beauté du monde sans accepter que l'État transforme la température en excuse fiscale. La vraie idéologie, elle est locale, propriétaire, responsable, technique et prudente. Et l'écologie politique, donc l'écologie actuelle, elle est globale, abstraite, punitive, idéologique et centralisatrice. Alors, quand on nous parle de canicule, faut entendre ce qui se joue derrière les mots. Oui, il fait chaud. Oui, il faut être prudent.
Mais non, la chaleur ne donne pas un droit illimité à l'État. Non, la météo ne justifie pas la confiscation progressive de nos choix. Non, une carte rouge à la télévision ne doit pas suffire à faire accepter de nouvelles taxes, de nouvelles interdictions, de nouveaux sacrifices. Non, les citoyens ne sont pas des enfants qu'il faut dresser à coups d'alerte, de pictogrammes, de consignes ou de sermons. Le citoyen doit reprendre une question simple, presque brutale. À qui profite cette peur ? Qui gagne de l'argent avec la transition ? Qui obtient les marchés ? Qui reçoit les subventions ? Qui vend les solutions rendues obligatoires par la loi ? Qui accroît son pouvoir? Qui paye réellement? Qui se sacrifie? Et dernière question, qui s'exempte discrètement des contraintes imposées aux autres? Voilà. Et donc tant que ces questions ne sont pas posées, le débat climatique reste incomplet, parce qu'il ne parle pas du pouvoir. Or, le pouvoir est toujours le cœur du sujet. Et donc la vérité, c'est que le climat est devenu une formidable opportunité politique. Il y a un récit total, parce qu'il touche à tout, la voiture, la maison, l'alimentation, l'énergie, les voyages, l'agriculture, l'industrie, la consommation, l'éducation, les villes avec tout ce qui entoure l'urbanisme, les campagnes même, les frontières, les entreprises, et finalement aucun des domaines n'échappe à la justification climatique. Et donc lorsqu'un récit permet de toucher à tous les domaines de la vie, et bien finalement il devient l'outil rêvé de ceux qui veulent gouverner tous les domaines de la vie. En fait c'est pour ça, voilà, pourquoi il faut résister intellectuellement. C'est pas en disant n'importe quoi, c'est pas en niant par réflexe tout ce qui dérange, c'est pas non plus en remplaçant un dogme par un autre, mais c'est bien en refusant le chantage. Le chantage consiste à dire ou bien vous acceptez notre programme politique, ou bien vous êtes contre la planète. Ben non, c'est faux. On peut refuser la fiscalité verte, on peut refuser les interdictions absurdes, on peut refuser les subventions de connivence, on peut refuser l'infantilisation, on peut refuser la planification, et en même temps, on peut vouloir une société propre, intelligente, adaptée, respectueuse de l'environnement, ou du moins de son environnement adapté et immédiat. La différence, c'est que nous, on ne confond pas la responsabilité avec l'obéissance. Et au fond, finalement, ce que je constate, et surtout ce que je conteste, c'est pas seulement le discours climatique, c'est la prétention de l'État à transformer chaque problème en autorisation de nous gouverner davantage. À chaque crise, on nous demande de céder quelque chose. Un peu de liberté pour la sécurité, un peu de liberté pour la santé, un peu de liberté pour l'économie, un peu de liberté pour l'égalité, un peu de liberté pour le climat, toujours un petit peu, toujours provisoirement, toujours pour notre bien, pour le bien commun. Et à la fin, les crises passent et les pouvoirs, ils restent, les taxes restent, les normes restent, les fichiers restent, tout reste. Les interdictions, elles restent, les habitudes de soumission, elles restent. Et donc, c'est cela, le vrai réchauffement inquiétant, c'est celui du pouvoir. C'est pas climatique. Puisqu'un pouvoir qui s'étend, qui enveloppe, qui pénètre davantage la vie privée petit à petit, qui transforme la moindre décision quotidienne en enjeu politique. Pendant que nous, on parle de degrés Celsius, on oublie de regarder la température de la liberté. Quel est son mercure aujourd'hui ? De ce point de vue, elle baisse dangereusement. Alors oui, il fait chaud, oui, buvez de l'eau, fermez vos volets, prenez soin de vos proches, faites preuve de bon sens, mais surtout, gardez votre esprit libre. Ne laissez pas la peur remplacer le jugement. Voilà, ne laissez pas la météo devenir une religion. Ne laissez pas la culpabilité devenir une politique publique. Ne laissez pas ceux qui vivent de taxes vous expliquer que la solution à chaque problème, c'est une taxe supplémentaire. Ne laissez pas ceux qui voyagent en cortège vous donnent des leçons de sobriété. Ne laissez pas ceux qui ont organisé la dépendance vous accuser de ne pas être assez vertueux. Parce qu'à la fin, derrière les grands discours sur la planète, il y a très souvent une vieille mécanique qu'on connaît par cœur. C'est une peur pour obtenir l'obéissance, une morale pour neutraliser la critique, et puis une taxe pour financer encore le système, et puis une norme pour orienter le marché, une subvention pour enrichir les bons réseaux, et puis un citoyen finalement ordinaire qui est sommé de payer en silence. Donc le climat change peut-être, mais l'État, lui, il change jamais. Il trouve toujours une raison de s'étendre, il trouve toujours un prétexte noble, il trouve toujours une urgence, il trouve toujours un coupable. Et le coupable, comme par hasard, c'est rarement eux au sommet de la pyramide, c'est souvent nous et vous. C'est votre voiture, c'est votre maison, c'est votre chauffage, c'est votre steak, c'est vos vacances, c'est votre confort, c'est votre liberté. Et donc finalement, que répondre à ça ? Eh bien non, il est temps de refuser cette culpabilité organisée. Il est temps évidemment de rappeler que la liberté n'est pas une variable d'ajustement climatique. Il est temps de dire aussi qu'une société d'adultes libres s'adapte évidemment mieux qu'une société d'enfants administrés. Il est temps de défendre une écologie de responsabilité contre une écologie de domination. Il est temps de défendre l'innovation réelle contre le marché captif.
la propriété contre la planification, le bon sens contre l'hystérie médiatique et la liberté contre la peur. Car le vrai choix est là. Nous pouvons vivre comme des hommes libres, capables d'affronter les risques du monde, ou comme des mineurs sous tutelle, attendant de l'État qui nous dise quoi boire, quoi conduire, quoi acheter, quoi penser et comment supporter l'été. Personnellement, je préfère encore transpirer librement que respirer sous contrôle administratif. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a probablement posé d'autres questions, qu'elle vous a rouvert l'esprit, que vous verrez évidemment cette manière de voir l'écologie de manière un peu plus suspecte, comme moi je la vois, avec lucidité, certes avec nihilisme, mais avec lucidité. Et évidemment, restez libre, soyez libre, ayez l'esprit libre, c'est très important. Questionnez-vous, toujours. Et c'est là l'ambition de cette chaîne, c'est parler de tous les sujets, mais avant tout du biais philosophique et surtout poser les bonnes questions. Qui finance? Pour qui? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on nous dit la vérité? S'il y a un petit doute sur la vérité, pourquoi les mensonges? Toujours se poser les bonnes questions, toujours réfléchir. Quitte à ce qu'on vous traite de complotiste, on s'en fout. L'important, c'est de vous questionner vous-même et de vous faire votre propre idée sur le monde qu'on essaye dans lequel on essaie de vous faire vivre. C'est très important, ça, d'avoir un esprit lucide et libre. Et c'est le but de cette chaîne. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des autres et des nouvelles vidéos qui arriveront prochainement. N'hésitez pas, évidemment, d'ores et déjà à regarder les précédentes vidéos. Si vous venez d'arriver, vous avez peut-être raté les vidéos précédentes, qui sont, je l'espère, dans le Maccabi. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Et voilà, toujours poser cette question. Ne vous laissez pas abreuvoir bêtement par le pouvoir. C'est très important. Et je vais me répéter, mais esprit libre, esprit lucide. C'est très important. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous retrouve, et surtout je vous retrouve, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous, même lâcher des commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. On peut débattre, il n'y a aucun souci. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et de cette vision du pouvoir, de l'écologie, etc. Dites-moi. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Bonne soirée.